Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a tous un peu réveillés après ce déjeuner, j'espère qu'il fut formidable. Merci de venir nous rejoindre pour cette nouvelle plénière sur la thématique accès à l'énergie, un droit fondamental, un devoir de sobriété. Alors nous avons réuni un formidable panel de décideurs et de ceux qui injectent des idées dans ce processus de transition énergétique autour de l'idée du droit fondamental que je vais vous présenter au fur et à mesure. Je vous dis juste très vite que nous avons ici. D'abord, c'est Aurora Floridia du Conseil de l'Europe. Vous n'êtes pas... Ah, si, vous êtes... Et Yves Marignac, un expert énergétique avec une expertise, oh là 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 là, des décennies entières. Franck Sibern-Thomas de la Commission européenne, merci d'avoir fait le petit voyage de Bruxelles jusqu'ici. Nous avons aussi Patrick Jolivet de l'ADEME, que vous connaissez tous, l'Agence de la transition écologique. Et puis nous sommes absolument ravis qu'elle est aussi venue nous rejoindre, la directrice d'électricité de Strasbourg, Christelle Joseph Monory. Donc on fait un applaudissement parce qu'ils sont venus, tout comme vous. Merci beaucoup. Nous allons commencer par the bigger picture, comme on dit en anglais. D'ailleurs, l'intervention de Aurora sera en anglais. Pour ceux qui ne maîtrisent pas cette langue, ça sera bien de se munir donc des écouteurs. Aurora Floridia est en fait sénatrice en Italie, mais elle est aussi, en anglais, the chair of the Network for a Healthy Environment at the Council of Europe. C'est-à-dire, elle s'occupe justement de l'environnement sain au sein du Conseil de l'Europe. Et c'est pas plus tard qu'aujourd'hui, elle et toutes les personnes pour et avec lesquelles elle travaille, on propose au Conseil de l'Europe de délibérer sur une analyse justement sur une fair energy transition, donc une transition énergétique fair play et sociable. Et alors, c'est très simple, ça tombe super bien que c'est maintenant pendant les jours des assises. Aurora, expliquez-nous, s'il vous plaît, quel est donc, what is the European vision, the European Council's vision when we talk about fair energy transition? What is the point of view you and the people you're working with are defending? Thank you very much, first of all, for invitation and on this important topic. I have the honor and the pleasure to present the report that will be discussed this afternoon at the Council of Europe. As you maybe know, there are 46 member states at the Council of Europe, so we cover I would say almost the European continent. So the report will be presented by a colleague of mine, Saskia Kluit, from the Netherlands, and it highlights the imperative to ensure clean, safe, and affordable energy for all users across Europe. So I used to say that our lobby are the citizens. And in order to secure Europe's continued prosperity. And it represents, in a certain sense, a basic right to ensure dignity, health, and participation in society for all. So it is also one of the conditions for guaranteeing and protecting the right to an adequate and decent standard of living as food, water, and housing are. So this is the side of the human rights. On the other side, it can also addresses the triple planetary crisis of pollution, climate change, and biodiversity loss. So in Italy, we used to say, prendere due piccioni con una fava. That means that with this report, we want to have or to launch the possibility to achieving more than one result with a single effort. So because we know that human rights and the environment are intertwined, and a clean, healthy, and sustainable environment is integral to a full enjoyment of human rights by present and future generations. So it is a matter, let me say, it is a matter of also of social injustice, of social and cohesion, social justice, and a matter of the entire stability of our productive
fabric. And it has also to do with the stability of democracy. If we have social justice, we we are stronger in defending the democracy, and because actually we live in a geopolitical complicated context, and so without human rights and social justice, we know that nationalistic rising tendencies are there. So what we suggest in the report is that the member states must use their regulatory power at the national level to provide for clear strategic orientations. And you know that member states have obligations to honor the European social charters because energy is crucial for us. And the magic word for me is prevention. So member states must prevent energy poverty and ensure energy security for all. And as I said before, it is a matter of dignity. I conclude. Please, for about the this first part, step, absolutely. but maybe remembering Alexander Langer. I don't know if you know him. He was one of the most famous ecologists and intellectual, and the ecological transition must be socially desirable. So this is what we are doing with the report that we will vote this afternoon. Thank you so much. Alors, la désirabilité d'adhérer à la transition énergétique et écologique en sens plus large est nécessaire de provoquer et d'inciter les gens à la ressentir. Nous allons sans doute en parler. Donc, vous l'avez bien compris, le Conseil de l'Europe, et c'est quand même pas rien, cette institution supranationale bien plus grande que l'Union européenne, avec tout le respect que j'ai évidemment sur notre union à nous, définit bien l'accès à l'énergie comme un droit fondamental. Donc, on garde ça en tête parce que c'est un peu la base sur quoi nous discutons. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête. Maintenant, je m'adresse tout de suite à vous, Yves Marignac. Donc, vous êtes un expert à l'Institut Negawatt, et pas Mégawatt, hein, c'est bien Negawatt, mais vous avez plus de 20 ans d'expérience de naviguer dans l'univers de cette formidable association qui se mobilise donc en plein pour un meilleur avenir climatique dans tous ses sens. Et surtout, s'il vous plaît, Yves, il faut que vous nous parlez d'abord de cette dernière initiative, ou une des dernières initiatives que Negawatt a initiée. Son sigle, c'est Clever, très bien trouvé, un peu comme Arte, très bien trouvé comme sigle, parce que c'est aussi un sigle, personne ne le sait, mais c'en est un. Et Clever veut dire Collaborative Low Energy Vision for the European Region. Ceci est Clever, et merci Yves d'abord nous expliquer pourquoi ça nous concerne. Merci de rappeler que j'ai un peu roulé ma bosse. Et bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, l'association Negawatt, juste en deux mots, est une association qui existe depuis 2001 et qui produit des scénarios de transition énergétique fondés sur l'application d'une approche sobriété, efficacité et renouvelable. La sobriété, elle a été dès le début au cœur de notre approche parce que, ça vient d'être dit, l'énergie, elle est au cœur de notre société et de nos modes de vie et de notre organisation économique. Mais justement, ce système n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable d'un point de vue écologique. On l'a déjà dit, le climat, la biodiversité, la déplétion de ressources, etc. Il n'est pas soutenable non plus d'un point de vue social, à la fois nord-sud, bien sûr, où les inégalités se creusent, mais aussi à l'intérieur des populations de chaque pays. Et donc, on a effectivement, à Negawatt, travaillé là-dessus depuis le début, et placé la sobriété au cœur de nos réflexions. Et longtemps, on n'a travaillé qu'à l'échelle française. Et donc, la sobriété, c'était surtout comment travailler à l'articulation entre une politique globale de sobriété, donc de réduction de nos consommations par plus d'intelligence sur les usages que l'on fait de l'énergie, parce que c'est ça que veut dire la sobriété pour nous, et la lutte contre la précarité énergétique qu'on voyait par ailleurs grandir dans notre pays. Mais
voilà, on n'allait pas forcément bien plus loin que ça. Et en fait, c'est en 2015, à l'occasion de la COP21 et de notre engagement dans la COP21, qu'on a pris conscience qu'on avait des choses à dire aussi autour de ça, dans une perspective plus large. Et notamment, on a été, à l'époque, on a eu le sentiment d'être un peu seul à dire que la sobriété était non seulement un moyen d'atteindre nos objectifs de soutenabilité au Nord, que c'était un message essentiel à envoyer sur un changement de mode de vie aux pays émergents, et que c'était, d'une certaine manière, un geste de solidarité avec le Sud, en gros en se disant que toute ressource qu'on évite de consommer au Nord pour quelque chose d'inutile, on la rend disponible pour répondre à des usages vitaux dans les pays qu'on appelle toujours pudiquement en voie de développement. En rappelant quand même que nous avons bien exploité ces pays-là pour avoir la richesse que nous avons aujourd'hui. Excusez-moi, juste pour compléter le cycle et la vision. Oui, bien sûr, et cette dimension géopolitique est essentielle aujourd'hui encore dans nos réflexions. Et donc, voilà, ça, on a commencé vraiment à ce moment-là à réfléchir au lien entre sobriété et équité. Et puis, dans la foulée de cette perspective internationale, on a voulu travailler à l'échelle européenne. Et effectivement, on s'est dit qu'on n'y arriverait pas tout seul et qu'on allait le faire avec des partenaires, d'où le C collaborative de Clever. Et on a travaillé dans ce cadre avec pratiquement 25-26 partenaires dans une vingtaine de pays européens. Et on voulait le faire notamment parce qu'on voulait que la trajectoire européenne qu'on travaillait s'inscrive dans des trajectoires qui font sens dans les contextes nationaux. Alors ça prend plein de dimensions, mais il y en a une qui est essentielle pour notre discussion d'aujourd'hui, qui est la question des consommations d'énergie. Parce qu'en fait, quand vous commencez à regarder les choses au niveau national en Europe, vous touchez déjà du doigt des inégalités. Par exemple, on a une fourchette de plus de 3,5 aujourd'hui en consommation moyenne par habitant entre 3,7 quoi et comment, pardon, une fourchette de 3,5. C'est-à-dire les habitants de Finlande, par exemple, consomment en moyenne 3,5 fois plus que les habitants de Roumanie. Okay, alors, il faut compris. Pardon, la différence entre il faut tenir compte là-dedans, évidemment, du fait qu'il y a certains pays où les besoins en chauffage sont plus importants que d'autres, mais il y a quand même des disparités importantes qui moins de reflètent... chauffage en Grèce et plus en Suède, forcément. Mais il y a plus besoin de climatisation. Mais derrière ça, il y a, quand on le regarde en termes d'indicateurs plus économiques et sociaux, il y a des disparités et donc il y a besoin d'un rattrapage économique de certains pays par rapport à d'autres en Europe. Et donc c'est là-dessus qu'on a voulu travailler. Et typiquement, ça nous a amené en fait à distinguer les trajectoires d'application de la maîtrise de la demande, de la sobriété et de l'efficacité dans les différents pays. On est au niveau européen sur une réduction moyenne de 50% possible des consommations d'énergie finale d'ici 2050 et on considère, nous, que c'est indispensable non seulement pour l'atteinte des objectifs climatiques, mais pour réduire notre empreinte en matières premières et traiter tout un tas d'enjeux de soutenabilité et que par ailleurs c'est une opportunité, je ne reviens pas sur tout ce que ça peut créer comme activité économique, emploi, création de valeur dans les territoires. Mais quand on le regarde à l'échelle européenne ou quand on le regarde à l'échelle des pays, c'est différent. Et donc quelques chiffres pour finir là-dessus. On est donc sur une baisse de 50% en moyenne, mais elle est de 25 ou 27% par exemple en Roumanie, qui est un des pays les plus en retard, et à l'inverse de 65% dans les pays les plus consommateurs. Ça a une implication aussi pour la France, parce que typiquement dans notre scénario franco-français, on projette une réduction de 50%, là aussi, de la consommation d'énergie à l'horizon 2050. Quand on replace ça dans une trajectoire de solidarité et d'équité européenne, on arrive plutôt à 56-57%. Donc on voit qu'il faut faire davantage d'efforts si on veut être équitable. Et puis on a travaillé aussi sur... on a traduit ça en termes d'indicateurs plus proches des services rendus, par exemple des surfaces de logement par habitant ou des kilomètres parcourus. Typiquement, dans notre scénario français, on est sur 42 mètres carrés par habitant en France et on considère qu'on le stabilise.
quand vous regardez ça au niveau européen et que en Roumanie, là encore, et c'est pas du tout pour les stigmatiser, on est à 27 mètres carrés par habitant, vous vous dites qu'on ne peut pas leur dire, eux, de stabiliser. Donc on a travaillé sur ce qu'on a appelé des corridors vers lesquels converger, en lien avec l'idée que la sobriété en fait est un facteur de redistribution de l'accès aux ressources et aux services entre un plafond lié aux limites planétaires ou lié aux limites environnementales locales et un plancher lié à l'atteinte de conditions de vie décentes pour chacun. Super. Et voilà. Et donc on a travaillé là-dessus sur vraiment des indicateurs de convergence qui font que ce scénario trouve aussi beaucoup plus de relais et d'impact dans les pays considérés. Évidemment, parce que vous prenez en compte la topologie, si j'ose dire, individuelle de chacun des pays partenaires du projet Clever, qui me semble vraiment very smart, très clever. Pas de question, pas seulement le nom. Et je vais vous poser dans une deuxième temps les questions très concrètes. Quels sont les conseils, les préoccupations qu'on puisse faire pour justement vivre d'une façon plus sobre au niveau énergétique. Mais d'abord, je voudrais vous présenter Franck Sibin-Thomas, un compatriote, un autre Allemand, mais qui parle aussi d'un français formidable. Merci beaucoup de parler la langue de Voltaire et pas celle de Goethe aujourd'hui. Ça marche bien pour la traduction? Tout va bien, Floridia? Tu nous suis? Wunderbar. Yes, I know, especially, we won't have a German intervention in this time. I'm sorry, because she's a very good German speaker, but that doesn't help this time. Donc, Franck est le chef d'unité à la Direction générale pour l'emploi, les affaires sociales et l'inclusion de la Commission européenne. Et donc, votre unité est assez récente. C'est justement le changement climatique et toutes ces préoccupations, je crois, auxquelles vous devez la naissance de votre unité. Expliquez-nous exactement son rôle au sein de ce grand concert de la Commission européenne en matière de transition juste, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je ferai de mon mieux pour m'exprimer en français sur ces questions-là et sur plein de choses. Donc, je pourrais faire écho à ce que vient d'être dit, l'importance d'une transition juste et d'approche réglementaire aussi dans ce cas, et aussi les questions de demande, de sobriété, même si là, de ma connaissance pour le moment, il n'y a pas d'activité réglementaire en cours. Et je vais peut-être revenir là-dessus plus tard. Juste pour rappeler très brièvement le contexte européen dont vous êtes bien au courant. Donc, en 2019, la Commission a proposé, l'Union a adopté un pacte vert pour l'Europe qui établit entre autres l'ambition de devenir le premier continent en fait, sur cette planète neutre en carbone d'ici 2050. Et il a fixé aussi un objectif intermédiaire de réduction d'émissions d'ici à 2030 d'au moins 55%. Et il y aura un autre objectif à fixer pour 2040 que la Commission a proposé de 90%, excusez-moi, j'habite en Belgique, de 90% pour nos amis belges. Et là, par exemple, la Commission a préparé les travaux et a fait aussi des analyses d'impact qui incluent le côté demande. Donc, peut-être revenir là-dessus, il est admis que sans changement de comportement des personnes, des entreprises, sans changement de modèle de business, on ne pourra pas parvenir à atteindre ces objectifs-là. Donc, et cette transition a toujours été pensée comme une transition juste, de ne laisser personne pour compte, aucun individu, aucun endroit. Monsieur Timmermans, en présentant la loi climat européenne au Parlement, qui rend contraignant en fait ces objectifs que je viens de citer, a dit the transition will be just or there will just be no transition. Donc il a joué avec le mot juste dans les deux sens. Je ne sais pas si ça peut se faire en français, mais il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas de soutien de la population, s'il n'y a pas de soutien. S'il n'y a pas de transition juste, il n'y aura justement pas de transition. Exactement. Donc ceci a été la base des activités et vous êtes au courant qu'en 2021, la Commission a présenté une vingtaine de propositions législatives pour pouvoir atteindre cet objectif de réduction d'émissions de 55% d'ici 2030. Le paquet Fit for 55 ou ajustement à l'objectif 55
Et en plus de cela, il y a eu des plans par la suite pour assurer la sécurité de la provision d'énergie, le REPowerEU Plan, et plus récemment des initiatives et des plans qui visent plus sur la compétitivité, donc pour rendre aussi faisable pour l'industrie et pour les entreprises d'être un acteur clé de cette transition. Et on peut peut-être revenir là-dessus. Et dernièrement, je vais aussi citer que la Commission, déjà avant, avait adopté un programme général d'action de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2030, qui fait référence à un well-being economy, à une économie de bien-être, donc un contexte que la Commission développe aussi. Quel est notre rôle dans ce contexte? Notre unité a été créée en fait en juillet 2021, au moment où le premier paquet Fit for 55 a été adopté. Et il y avait déjà le fonds de transition juste qui existait à l'époque, qui soutenait les régions qui devaient sortir des industries fossiles, des charbonnages. Il y a d'autres propositions, dont le Fonds social climat, auquel on va revenir peut-être dans la discussion, qui est important dans ce contexte. Mais la communication qui accompagnait ce paquet Fit for 55 admettait que les effets sur l'emploi, sur les revenus, sur les ménages seront beaucoup plus significatifs. Donc il faudra mettre en œuvre une transition juste à tous les niveaux, y compris national et régional, et au niveau sectoriel aussi. Et ça, c'était le mandat de notre unité créée à ce moment-là, d'accompagner ce processus. Et on a un double rôle. Premièrement, d'intégrer les politiques, les soucis d'emploi, de transition juste, d'impact distributif des politiques dans les autres politiques climatiques, environnementales, énergétiques et autres. La conscience verte pour tous les autres, si j'ose dire. Hein. Et de l'autre côté aussi, de dessiner, de soutenir des politiques d'emploi, de qualification, des politiques sociales, de redistribution qui soutiennent le processus et qui répondent aux nouveaux besoins. Et peut-être sans être trop long ici, on a proposé et négocié ce qu'on appelle une recommandation du Conseil sur la transition juste, qui a été négociée sous présidence française dans la première partie de 2022, qui a été adoptée en juin 2022, qui demande aux États membres plein de choses à analyser les impacts escomptés et à dessiner des paquets de politiques pour de la création d'emplois de qualité, pour les qualifications, requalifications des personnes concernées, pour la protection sociale et une taxation juste dans ce contexte qui soutient aussi, et aussi important pour le débat aujourd'hui, l'accès affordable à l'énergie, aux services essentiels qui sont définis, là que le bas blesse. Qui sont définis au niveau européen, et de partager tout ceci, de discuter tout ceci avec les parties prenantes, partenaires sociaux, société civile et autres. Depuis, qu'est-ce qu'on fait? On fait un suivi de cette recommandation qui n'est pas contraignante légalement, mais que nous mettons en œuvre et que nous discutons tous les 2 ans avec les États membres. En fait, cette semaine, depuis quelques semaines, on discute avec eux dans des comités, avec les partenaires sociaux et autres, pour leur demander qu'est-ce que les États ont fait, qu'est-ce qui a marché, où est-ce qu'il y a de bonnes pratiques à échanger, où est-ce qu'il y a des besoins d'ajuster les politiques. Il y aura une dernière réunion demain et on fera un rapport là-dessus. Donc ceci est un processus de suivi qu'on met en œuvre, en plus d'autres activités que je peux citer peut-être plus tard. Donc on est impliqué dans la mise en œuvre du nouveau Fonds social climat avec la Direction générale climat. Tout ce que je viens de dire ne concerne pas seulement la DG Emploi et Affaires sociales, bien sûr. On travaille ensemble avec tous les services et il y a une reconnaissance grandissante, je dirais, des besoins de la transition juste. On travaille aussi avec les collègues de côté recherche, sur des projets de recherche comme ceux cités et d'autres qu'on soutient aussi. On travaille aussi dans le contexte, et je termine peut-être là-dessus ce premier tour, dans le contexte de la COP. Il y a à Bonn, en Allemagne, là pour le moment, la conférence sur le climat qui prépare la prochaine COP et des questions de transition juste. Il y a des négociations en cours pour un programme des Nations Unies dans le contexte de la COP pour les transitions justes, parce qu'il est vrai, il y a des différences. C'est une transition qu'on doit réussir ensemble au niveau international avec des responsabilités partagées, mais en plus des différences
à travers des pays, il y a aussi des différences grandissantes en fait à l'intérieur de tous nos pays. Et ça concerne les pays européens aussi bien que les pays asiatiques ou d'autres en voie de développement. Et je crois qu'il faut trouver une réponse commune au niveau international à ces défis. Merci beaucoup, Franck, de nous faire tout le panorama. Vous avez compris ce que ça veut dire, travailler pour la Commission européenne. Hein. C'est plus que complexe. Il y a énormément de discussions en amont et tout ça. Et en plus, toutes les formidables recommandations qu'ils abordent ne sont pas contraignants. Donc, ça veut dire on est vraiment là en bonne volonté, en permanence. Il y a des choses contraignantes quand même que la Commission européenne fait. Mais dans votre cas, le Brussels bashing, quand on dit toujours « Ah, Bruxelles décide que… » C'est pas du tout comme ça. C'est les pays qui décident, qui donnent une mission à Bruxelles, qui doit après essayer de l'impliquer, parfois contre ceux qui ont décidé de vous donner cette mission. Donc, c'est quand même très compliqué. Et je trouve que c'est un travail formidable, extrêmement nécessaire. Je voudrais, on va en parler bien sûr un peu plus de votre travail, Franck, mais d'abord je voudrais donner la parole à Patrick Jolivet. Et cette prise de parole commence avec d'énormes excuses de ma part parce que nous avons mal mis son titre. Il n'est pas ce qui était tout à l'heure prospectif. Patrick Jolivet, c'est le directeur à la transition juste de l'ADEME, l'ADEME qu'il faut presque plus présenter, sauf je vais quand même le faire parce que vous êtes quand même demandé peut-être pourquoi l'agence de la transition écologique porte le sigle ADEME, parce que ça ne marche pas avec les mots. Donc juste pour ceux qui se sont comme moi posé la question, c'est l'ancien titre qui a fourni le cycle. C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. D'ailleurs, juridiquement, l'ADEME s'appelle toujours comme ça, mais ils ont eu la bonne idée de trouver un titre qui dit un peu plus aux citoyens ce que vous faites, et c'est l'Agence de la transition écologique. Comme ça, c'est clair et net, et on comprend votre travail. Donc, le mot de précarité énergétique est déjà tombé plusieurs fois, et je crois que c'est sur cela que vous voulez d'abord nous dire le rôle de l'ADEME. Patrick Jolivet. Oui, merci et bonjour à tous. Effectivement, l'ADEME assure la présidence et le secrétariat de l'Observatoire national de la précarité énergétique. Donc, c'est un observatoire qui a été créé au lendemain du Grenelle de l'environnement, donc il y a 15 ans maintenant, hein, c'est la loi de 2010, qui avait défini pour la première fois la précarité énergétique de façon réglementaire dans la loi, et qui disait qu'elle est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve des difficultés particulières à avoir de la fourniture d'énergie nécessaire dans son logement, soit pour des questions de ressources, soit pour des questions de conditions d'habitat. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça définit la précarité énergétique d'une part dans le logement, et ça lui donne deux motifs. Le motif des ressources financières de la personne et le motif des conditions donc de l'habitat et de la plus ou moins bonne isolation de l'habitat. Donc à partir de cette définition, l'ONPE a réuni les acteurs, l'État, les professionnels de l'énergie, des réseaux associatifs, des ONG, pour définir la précarité énergétique. Et ce qu'on a commencé à faire, c'est de dire que c'est un phénomène multiforme qui ne pouvait pas se définir à l'aide d'un seul indicateur, parce que le phénomène pouvait prendre diverses formes, je vais revenir dessus. Et donc il fallait différents indicateurs pour l'évaluer, pour le mesurer. Donc la première manière de définir la précarité énergétique, c'est de dire qu'est un précaire énergétique quelqu'un qui dépense une trop grande partie de son revenu pour se fournir en énergie dans son logement. C'est ce qu'on appelle le taux d'effort énergétique. Et on définit le taux d'effort énergétique comme l'ensemble des personnes qui consacrent plus de 8% de leurs revenus à leurs dépenses d'énergie dans leur logement. 8%, pourquoi ce seuil? Parce que c'est le double de la médiane. En gros, vous avez la moitié des Français qui dépensent moins et la moitié qui dépensent plus. Donc on a pris le double de la médiane et on définit le taux d'effort énergétique au seuil de 8%. Et on a restreint le calcul aux 3 premiers déciles de revenus pour restreindre la définition de la précarité aux personnes qui sont effectivement en situation de précarité. Donc ça, on mesure cet indicateur-là avec des statistiques officielles de l'INSEE, les enquêtes nationales logement, qui sont des enquêtes assez massives sur plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes, et qui permettent de définir. L'intérêt, c'est que ça nous donne des chiffres extrêmement robustes. Les limites, c'est que les ENL, les enquêtes nationales de logement de l'INSEE, sont réalisées que tous les 6 ou 7 ans. Donc il y en a eu une en 2006. Il y en a eu une en 2013 et on attend, il y en a eu une partielle en 2020 dont on n'a pas les données sur les revenus, donc on attend le NL 2021. Donc vous voyez ça risque de changer beaucoup. Les derniers chiffres officiels, c'est le NL 2013 qui nous disait qu'il y avait… avant la pandémie, voilà, avant les guerres, 13, avant la Russie, avant tout ça, ça va changer de tout en tout. Exactement. En 2013, il y avait 13,9% de Français, donc c'est environ 3,8 millions de ménages en situation de précarité énergétique. Donc ça, c'est le dernier chiffre officiel calculé à partir de cette enquête. Et donc, qu'est-ce qu'on fait entre deux enquêtes? Le ministère de la Transition écologique, à travers le Commissariat général au développement durable, publie un indicateur estimé
et estime les indicateurs à l'aide d'un modèle de microsimulation pour avoir une estimation annuelle du taux de précarité énergétique. On serait aujourd'hui, d'après cette estimation, en 2022, c'est le dernier chiffre connu avec les données de revenus, à 10,1% de taux de précarité énergétique brut en France. Donc ça aurait baissé. Ça aurait baissé. Alors, ça m'étonne un peu, mais les chiffres monteront peut-être pas. Alors, j'y reviendrai parce qu'il y a différents facteurs qui expliquent à la hausse et à la baisse. Évidemment, quand les prix de l'énergie augmentent, le taux de précarité énergétique augmente aussi. Quand vous avez, en 2024, un hiver plus doux, eh bien, la précarité énergétique baisse mécaniquement. Voilà. Donc on a cet indicateur estimé, en gros il évolue assez peu. Depuis 10 ans, le taux de précarité énergétique brut évolue dans un corridor qui est entre 10 et 12,5% des Français. Donc ça c'est une première définition. Deuxième indicateur, donc ça c'est les personnes qui dépensent dans leur logement. Mais il y a une autre manifestation de la précarité énergétique, c'est que vous vous restreignez dans votre chauffage, vous ne vous chauffez pas assez, parce que vous n'avez pas assez de ressources financières pour pouvoir vous chauffer. Donc ça, le taux d'effort énergétique ne capte pas ce phénomène-là par définition, puisque c'est des phénomènes de restriction. Pas chiffrable, en fait. Et donc, l'enquête nationale de logement a un deuxième indicateur, qui est l'indicateur du froid ressenti, où on demande aux Français, au cours du dernier hiver, est-ce que vous avez ressenti une sensation de froid pendant plus de 24 heures dans votre logement ? Et pour un certain nombre de raisons, et dans ces raisons, il y a des raisons économiques, et donc on restreint aux raisons économiques, on restreint là aussi sur les 3 premiers déciles de revenus, et on a un indicateur de froid ressenti pour les 3 premiers déciles de revenus. Donc là aussi, c'est cette fameuse enquête nationale de logement de l'INSEE. Donc les dernières données, c'est 2013, et en froid ressenti, on avait 5,7% des ménages, donc 1,5 million de ménages en 2013 qui nous disaient ressentir le froid. Donc c'est en 2013, c'est il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait depuis? Alors, on n'a pas des indicateurs estimés par le ministère. Cette fois-ci, on se base sur un des partenaires de l'ONPE, qui est le médiateur national de l'énergie, et qui fait une enquête annuelle, et qui demande un sondage en population générale aux Français s'ils ont eu froid ou non. Alors la limite, c'est que c'est en population générale et que ce n'est pas sur les 3 premiers déciles. Donc là, le dernier chiffre connu, c'est 30% des Français qui disent avoir eu froid au cours du dernier hiver. Donc on ne peut pas comparer ce 30% avec le 5,8 puisque on ne restreint pas aux 3 premiers déciles. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce froid ressenti, il était à 14% en 2020. Donc on voit qu'en 5 ans, il a doublé. Il y a une prise de conscience de baisser le chauffage à cause du portefeuille en France. C'est bien ce que vous dites. En fait, depuis 5 ans, l'indicateur a doublé. Donc même si c'est un indicateur en population générale et pas seulement sur les populations précaires, on peut supposer que les populations précaires ont suivi le même rythme, voire même plus, puisque ce sont probablement les populations précaires qui se restreignent le plus dans leur chauffage. Excusez-moi, juste baisser le chauffage, juste pour comprendre. Par exemple, mon entreprise à Arte, depuis l'énergie ici chère, on a baissé le chauffage. Ça veut dire en hiver, souvent, on a un peu froid. Il y a des gens, surtout les frileux, qui mettent 3 pulls. Et en été, on a moins frais parce qu'ils mettent beaucoup moins de climatisation. Pour moi, ce n'est pas des mesures de ressentir froid ou chaud. Pour moi, c'est ça la sobriété. Oui. C'est pas ça, une voie de sobriété, ça? C'est pour ça qu'on distingue sobriété et précarité énergétique. Dans l'indicateur officiel, on restreint bien sur les motifs économiques et on restreint bien, non pas sur les salariés, mais sur les 3 premiers déciles de revenus, donc les personnes qui sont effectivement en précarité. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 indicateurs un peu phares. Il y en a un troisième qui est celui sur les impayés d'énergie. C'est une autre manière de mesurer, de suivre l'évolution de la précarité énergétique. Vous savez que les fournisseurs d'énergie en France peuvent restreindre, voire couper la fourniture d'énergie aux particuliers. Et là, l'indicateur est mauvais ces dernières années, puisqu'on a atteint pour la première fois le million d'impayés d'énergie. Donc ça, ce sont des données déclaratives aussi au médiateur national de l'énergie. On a atteint le million d'impayés d'énergie en 2023 et on a dépassé 1,2 million en 2024. Donc on a une augmentation du nombre d'impayés de plus de 24% entre 2023 et 2024. Donc là, c'est aussi un signal d'alerte. Voilà, il y a 3 indicateurs. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Ils sont publiés dans le tableau de bord de la précarité énergétique que publie l'ONPE tous les ans. Donc vous avez des dizaines d'indicateurs dans ce tableau de bord. Il faut juste rappeler ici, et puis je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, que ces indicateurs correspondent à la définition historique que je présentais en entrée, c'est-à-dire une précarité énergétique définie dans le logement par rapport aux conditions de logement et aux conditions de revenus. Ça, c'est la problématique historique. Ça ne prend pas en compte l'évolution des problématiques à travers le temps. Il y en a au moins 2.
La première évolution, je crois qu'il est inutile de faire un grand dessin aujourd'hui à Strasbourg et même en Europe cette semaine, c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique d'été. Il faut prendre en compte maintenant le réchauffement climatique, donc l'adaptation au réchauffement. Et donc il n'y a plus seulement besoin de se refroidir. Le confort dans son logement, c'est plus simplement pouvoir se chauffer l'hiver, c'est aussi pouvoir se rafraîchir l'été. Donc on commence à mesurer avec des indicateurs, là aussi, le Médiateur national de l'énergie, dans ses enquêtes, demande aux Français s'ils ont eu chaud dans leur logement l'été. Et évidemment, ce n'est pas les mêmes problématiques parce que la solution, c'est pas forcément de mettre une climatisation partout, donc ça embarque des problématiques de rénovation massive, mais ça embarque aussi des problématiques de forme d'urbanisme. Il y a des phénomènes d'îlots de chaleur, etc. Les îlots d'arbres, tout ce qui est l'aménagement, l'adaptation des villes, tout à fait aux grandes vagues de chaleur qui nous attendent tous, comme d'ailleurs nous sommes en train de vivre je dirais, un peu tôt pour l'année. Exactement. Donc il faudrait prendre en compte désormais la précarité énergétique d'été. Et puis dernier point, on a parlé pour l'instant de la précarité énergétique que dans le logement, mais s'il faut regarder les dépenses énergétiques des ménages, alors de façon assez macro, les dépenses énergétiques des ménages en France depuis 10 ans, c'est entre 3 000 et 3 500 euros par an en moyenne. Et c'est en moyenne 50-50 entre le logement et le transport. Alors les années où les prix des carburants sont plus élevés, c'est un peu plus le transport, les autres années c'est un peu plus le logement, mais voilà, on a en gros 3 500 euros par an de dépenses moyennes en énergie, à 50-50 bâtiments, le logement et le transport, et donc on définit aujourd'hui la précarité énergétique seulement dans le logement. Or, il faut évidemment prendre en compte le fait qu'un certain nombre de Français aujourd'hui restreignent aussi leur transport. Et donc on commence à calculer, là aussi vous avez cet indicateur dans le tableau de bord de l'ONPE, la précarité carburant. Il y a différentes formes pour celle qui a déclenché les gilets jaunes, si je peux me permettre. Voilà, exactement. On estime aujourd'hui qu'il y a différentes manières de mesurer la précarité mobilité, comme il y a différentes manières de mesurer la précarité énergétique dans le logement. Mais on estime qu'il y a aujourd'hui environ 10% des Français qui sont en précarité carburant. Incroyable. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien pris des notes parce que c'était comme un petit cours magistral sur la précarité énergétique. Je trouve que c'est très important. Comme ça, nous savons de quoi nous parlons. Et je voudrais aussi, vous avez vu, pire que les écolos, les pauvres, le retour de la bougie, c'est nous. D'accord. Je voudrais que nous applaudissions Louise Plantin. C'est elle qui fait tous ces petits dessins et en direct pour nous amuser tout en parlant des choses très sérieuses. J'aimais beaucoup celui-là où on partait au soleil, le truc avant. Merci beaucoup Louise, c'est formidable de faire ça. Excuse-moi, je viens tout de suite, je vais revenir vers vous. Christelle Joseph Monory, vous êtes dans... Ah, elle est toute devant, c'est ça ? Ah, vous n'êtes pas la même que dans la ronde d'avant. Désolée Camille, c'était Louise dans la version d'avant. Je suis désolée. Merci beaucoup de me corriger. Pour Camille Bess, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Comment j'ai pu ? J'ai cru que c'était la même sur toutes les plénières. Désolée, c'était celle d'avant. Merci. Donc, Christelle Joseph Monory, vous êtes directrice générale de ES Énergie de Strasbourg. Je pense, vous connaissez tous ces discussions que nous venons d'entendre, notamment sur la précarité énergétique. Alors, quelle est votre vision stratégique par rapport à la thématique qui nous intéresse aujourd'hui ? Alors, ça va être une vision stratégique et pratique parce que finalement, c'est très intéressant. Je pense que c'est fait exprès cet ordre puisque c'est Think Global, Act Local. C'est un petit peu ce que je vais essayer d'illustrer tout en parlant toutefois de stratégie parce que donc on est, pour les gens de la région, ils nous connaissent, pour les autres peut-être moins, on est une entreprise énergétique locale, donc sur le territoire, et donc qui a l'avantage d'avoir une proximité, un ancrage territorial très fort. La société a plus de 125 ans, et la maîtrise de l'énergie, c'est comme ça qu'était le terme avant qu'on utilisait le plus. C'est quelque chose qui est dans l'ADN de l'entreprise depuis très longtemps et dans l'entreprise et dans l'ADN des 1300 collaborateurs. Et l'année dernière, on a décidé de passer un step supérieur pour augmenter notre impact environnemental et sociétal sur notre territoire. Et là, on est en plein dans les sujets qu'on est en train d'aborder, puisqu'on a décidé de prendre la qualité de société à mission. Pour avoir cet impact encore plus fort. Expliquez vite ce que c'est la société à mission. J'ai compris, mais quand même. Voilà, et c'est pour ça que je vais faire tout de suite le lien, parce que ça peut être des grands mots. En fait, c'est comment, en tant qu'entreprise, certes avec des objectifs de croissance et de performance, on a envie d'avoir un impact plus important en matière sociétale et environnementale. Et pour ça, vous citez des objectifs. Et des 5 objectifs que nous avons en matière environnementale et sociétale, je vous les lis parce qu'on est vraiment dans le sujet. C'est accompagner les nouveaux modes de production au service de l'accès aux biens essentiels qu'est l'électricité et de la résilience du territoire.
Vous dites pas encore bien commun, vous dites bien essentiel. Oui, essentiel, mais l'idée... C'est drôle. Voilà, mais l'idée est quand même, je la rejoins sur le commun, en tout cas c'est le mot qu'on a choisi. Et le deuxième, notre objectif, c'est d'agir en référent de proximité auprès de nos clients et partenaires pour des usages énergétiques sobres, performants et personnalisés. Donc là, on est vraiment dans les sujets sur lesquels on se mobilise. Nos autres objectifs que je ne cite pas sont quand même tout autour des sujets et des enjeux qu'on a cités. C'est la décarbonation, la préservation de l'environnement et du climat et la préservation de la biodiversité et aussi les métiers qui sont autour de l'énergie. Donc tout ça pour dire que derrière ces mots, il y a des actions, certaines actions que nous faisions par le passé et d'autres que nous accentuons aujourd'hui. Et je rebondis sur ce que vous disiez, il y a de la sensibilisation. En tant qu'entreprise d'énergétique, on a un rôle de sensibilisation et de prévention. On a un deuxième rôle qui est un rôle d'accompagnement. Et puis, quand la situation est compliquée, on a aussi un rôle d'aide au paiement quand la situation est vraiment complexe et pour ne pas arriver aux situations que vous citiez de réduction de puissance quand on peut le faire, ou de coupure. Donc ça, c'est sur ces trois leviers que nous agissons aujourd'hui, et pas seulement avec les ménages, j'ai quelques exemples à citer, mais aussi avec tout l'écosystème, les entreprises, les collectivités, parce que derrière des collectivités, il y a des écoles. Dans les entreprises, il y a des collaborateurs qui ont chaud ou qui ont trop froid. Amène des pulls. Voilà. Donc, en fait, c'est avec l'ensemble de l'écosystème qu'on va travailler à la sobriété générale. Certes, la crise énergétique a donné un signal qui était un signal contraint. L'aspect positif, je suis positive de nature et optimiste, c'est que tous les éco-gestes qui ont pu être faits par les particuliers, donc je ne parle pas de privation, je parle de conscientisation et de gestes de meilleure pratique au quotidien, à titre personnel, dans son foyer, dans sa maison ou dans les entreprises, ces éco-gestes, ils sont restés, même après la crise. Donc ça, c'est quand même... Vous pouvez en citer encore quelques-unes, donc on baisse le chauffage, ou on ne met pas la clim ou très peu. Peut-être encore quelque chose de très pratique, parce que vous connaissez tous les astuces. Dans les entreprises, des évolutions d'organisation de travail pour éviter de chauffer des bâtiments dans lesquels vous aviez très peu de collaborateurs, et puis les regrouper, changer de rythme de travail. Tout ça, ce n'était pas pensé à l'avance, mais ça a été mis en place, et on a vu que ça n'obérait pas la performance des entreprises, et les entreprises ont continué à le faire, ou des collèges, l'université ont aussi mis, quand on a beaucoup de bâtiments, il suffit d'avoir des actions assez ciblées de pilotage. Et je parlais de conscientisation parce que l'énergie, on ne la voit pas. Donc la première chose à faire sur lesquelles on incite nos clients, c'est avoir conscience de ce qu'on consomme. Donc les chiffres en Alsace sont un petit peu meilleurs, si je peux dire, que ceux que vous citiez, mais on a à peu près 10% de clients en situation précaire, donc un peu en deçà, on va dire, que nous accompagnons. Je parle des ménages dans ce cas-là. Et pour les ménages, on a notamment un outil de suivi de consommation qui permet justement, de façon juste, mais c'est déjà un pas en avant de voir quelles sont les consommations qu'on a selon les usages. Et on se rend compte que beaucoup de clients découvrent la répartition et n'ont pas conscience. Et c'est le premier pas pour pouvoir agir sur ces consommations. Et on parlait des clients les plus précaires. Là, on a mis en place, donc je pense aux clients en France, aux citoyens en France qui sont éligibles au chèque énergie, donc avec des conditions de ressources. Ces clients-là, on a mis à disposition une application sur smartphone spécifique où ils peuvent voir leur consommation en temps réel. Donc là, ça permet aussi d'avoir des déclics sur les comportements, les seuils, même pour des gens qui ne sont pas en précarité. Là, le lien entre la précarité et la sobriété, elle est pour tout le monde. C'est l'aspect vertueux pour tout le monde. Et chacun a envie de moins consommer pour la préservation des ressources et de moins payer sur sa facture d'énergie pour que le poids de l'énergie pèse moins dans les foyers. Et donc, ce suivi des consommations, cette conscientisation, on incite les clients à se comparer à des foyers similaires. Ça donne des points de repère. On donne des objectifs ou des niveaux en termes de kilowattheures, qui ne parlent pas toujours, en termes d'euros. C'est plus parlant. C'est beaucoup plus parlant. Absolument. On a, depuis 2 ans, et au moment de l'hiver, lancé des challenges sobriété énergétique auprès de nos clients. Donc là, nous, on peut inciter, mais on ne peut pas faire à la place. Presque un aspect ludique, donc une petite compétition. Voilà, pour ce sujet qui est, je le répète, une facture d'énergie, c'est quand même assez complexe. L'énergie, on la voit peu. Donc d'aider les clients, donc ce challenge, à la maille de notre territoire, on a eu 4000 foyers qui se sont inscrits. 70% d'entre eux ont fait des économies d'énergie de plus de 10%, et souvent, dans la même logique que ce que je disais tout à l'heure, ce sont des réflexes
qui vont durer. On a les exemples de la douche versus le bain. Ça peut paraître banal, mais quand dans une famille... C'est beaucoup mieux la douche, hein, oui, d'accord. absolument. Ça dépend de la durée quand même, mais toutes ces petits gestes dans la cuisson, de couvrir votre casserole, voilà, tous ces gestes cumulés les uns après les autres font des économies qui peuvent aller au-delà de choses imaginables par les clients et qui leur permettent ou bien d'être dans la simple maîtrise ou bien de sortir de la précarité. Et ça, c'est des choses que nous faisons nous-mêmes. Mais bien entendu, en tant qu'énergéticien, l'effet de levier, il est quand on le fait avec les acteurs du territoire. C'est pour ça que je parlais de notre ancrage local. On peut le faire en se joignant à des programmes ou à des services, des dispositifs de l'État, comme l'ADEME. On est contributeur au Fonds Solidarité Logement. Donc, ce n'est pas nous qui distribuons ces soutiens aux foyers qui sont modestes, mais on s'associe à l'Eurométropole de Strasbourg ou au département qui ont dans leurs compétences d'aider les plus démunis, que ce soit sur le sujet de la consommation d'énergie ou de l'habitat, parce que les deux sujets sont liés, c'est ce que vous disiez, problèmes financiers et habitat peu vertueux en matière de consommation d'énergie. Donc nous, c'est par exemple 150 000 € que l'on donne pour une bonne utilisation au travers de ce fonds solidaire logement chaque année. Et on peut aider tous les foyers à consommer moins au travers aussi des acteurs sociaux, donc les centres sociaux dans les communes. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, j'ai des équipes, j'ai une équipe qui est dédiée pour la solidarité et la prévention de la précarité énergétique, ce qui n'est pas le cas dans toutes les entreprises énergétiques. Mais ces équipes-là sont forcément limitées. Et donc, avec cet effet de levier, quand on va communiquer, partager ces éco-gestes à des personnes qui vont accompagner des publics défavorisés, ben vous avez un effet de levier. Ça fait tache d'huile. Un maximum de contacts possibles. Et là, c'est des sujets qui sont très plébiscités par nos partenaires sociaux, parce qu'eux-mêmes sont parfois un peu démunis sur les bons conseils, les bons gestes à faire pour les clients, la bonne lecture de la facture, le bon suivi de sa consommation, et puis finalement, au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour économiser? Exactement. Je connais peu de personnes encore qui laissent maintenant couler l'eau pendant qu'ils se brossent les dents. Pour moi, ce sont des criminels. Il y a de moins en moins quand même. Et éteindre tous ces ordinateurs le soir avant de se coucher. Absolument. Pas laisser en veille aussi. De ne pas laisser la veille. Je parle juste des choses très concrètes que tout le monde fait maintenant. Donc, c'est formidable. Et bravo donc, pour ce qui est très fort dans votre action, si j'ai bien compris, c'est que vous vous reposez sur un véritable réseau ici pour agir, pour faire cet effet tache d'huile sur les incitations et la prévention surtout aussi de la précarité. C'est bien ça, hein? Absolument. Merci beaucoup. I will get for another question we make another round, but you can of course also ask in between. I can feel, Eve, that you would like to invest, but I just want to put Aurora again into the circle. Aurora, because you have the European point of view, you look above everything. It's not, as you say, think global and act local. So for your global vision of this 46 countries and all the recommendations you do, what is your best idea right now to help people to use less energy and be more a part of this transition? What is the concrete impact you are proposing? What are the concrete ideas you are letting out with this report who is discussed this afternoon? So, in order to answer your question, the first idea I have is that citizens have to be helped not only to consume less energy, but also to pay less the bills. I mean, as you know, I of course speak about my country. When you define the price, the energy price, we pay a huge amount because the price price of the renewable energy is higher. No, not higher. Is fixed with the fossil fuels price. Yeah, let's be totally clear about this point. Yes. You know this, right? The renewable energy prices are indexed about the prices of fossil fuel, who is not a good deal for the renewable. This is a victory of the fossil fuel industry.
So nobody here will be against what I just said, even if it's a little strong. Yes, okay. So this is the first action that we have to dissociate the yes, two. Yes. Very good. And and this is something that is concrete. And at the Council of Europe, we also work with the Congress of local authorities and regional authorities, and in order to see which best practices and how can we organize a multi-level governance to be united and to act together. And if I think what we spoke about, I have to say that there is a scientific consensus that we have to act. Civil society is asking to act. Youth generations and associations are asking to act. The political recognition of the need, the urgent need to act, this is the point that we are working on, and that at this moment is not stable. And so for you, in 2023, 46 head of states in Reykjavik undersigned the Reykjavik Declaration and underlined the urgency to act in several sectors. And so we have to move from the annunciation, from the declaration to action. We have to move from strategy to action plan, in order to help the citizens, to help this transition, to help the industry. And so we are working hard on this point. So, and I think that we need also a green taxation. So do not significant harm means if you contaminate or are responsible for the pollution, you pay more. You have to repair, and you have to pay for the repair. And to pay for more taxes. If you are innovative and contribute to reduce emission, you have to. So we have to. You have a crédit impôt. You get something back from you. Pay less taxes. Yes, we have to think about justice. Yes, tax justice, and there is like a hesitation right now to go, and this is we have a great and a huge responsibility to also as a politicians to inform about what is happening, right information, to be proactive, to be and to explain, and because there is a great fear in Europe. About and changement is always inducing fear. Is human. So this is the role of the political level, to reduce this fear and to open the minds to all the good things. Yes, fear is human, and we have to face with fear, but we don't have to only to work on it and to fear. We have to give solutions. One solution is, as I said, so immediately, renewable energy is cheap, is abundant, is there. We have the technologies. So we know the reason why is we are not. But it is really important to that the civil society, the young generations work with us, and we are working at the Council of Europe with them, and to be united. You're absolutely right. By the way, this antagonism between the economic interests and interests of lobbying, I'm just talking about fossil fuel, but they are the pharma, they are the airplanes, there are so many. The antagonism between them and these ecological needs will be also a part of the philosophical plénière who will take tomorrow morning place in the European Parliament with two wonderful philosophers, André Comte-Sponville et Salomon Saké. They will discuss exactly this. Je vais reswitcher en français. C'est donc un débat intragénérationnel que nous allons faire demain exactement aussi sur cet aspect-là des choses. Parce qu'on a tous compris que... Mais d'ailleurs, Yves, je vais juste sauter un moment vers Franck parce que restons sur le niveau européen. Franck, vous avez très bien expliqué ce que fait votre unité. Merci beaucoup, Aurora.
Mais cette idée, donc le Conseil de l'Europe, la Commission européenne, tous ces bonnes pensées, en même temps, on voit très bien qu'actuellement, le Green Deal a beaucoup moins le vent en poupe, et ça passe seulement depuis la mobilisation des agriculteurs, dont je comprends évidemment individuellement la précarité ou les plaintes qu'ils font, mais dans un bigger picture, je suis plus du tout d'accord avec la façon dont ils veulent affaiblir, et on dirait avec le consentement de pas mal de politiciens à Bruxelles, ce Green Deal. Je ne suis pas non plus d'accord que parce que nous vivons dans une époque de guerre où il faut évidemment augmenter nos budgets de défense, ça je comprends, mais est-ce qu'il faut absolument faire des économies côté lutte contre le changement climatique? Je ne suis pas certain. Donc vous comprenez bien, je voudrais un peu gratter le poil et vous dire, c'est très bien ce que vous dites tout ça, et le dernier plan que Ursula von der Leyen a proposé sur la compétitivité, qui était un truc très fort, partout il est écrit, mais tout ça évidemment en plein respect du Green Deal, mais concrètement, souvent, ce n'est pas possible, et on dirait qu'à la fin, c'est la défense et les intérêts économiques qui risquent d'affaiblir vraiment gravement les buts si bien éclairés du Green Deal. Qu'est-ce que vous répondez sur ça, cher Franck? Oui, question difficile. Donc le pacte vert, quand il a été lancé comme une stratégie de compétitivité, de croissance aussi, parce qu'il n'y a pas 1000 modèles à suivre, 1000 idées de trajectoire de compétitivité dans ce monde complexe. Et c'est un problème aussi global. Donc, juste pour dire, la demande de voitures électriques en Chine augmente de façon énorme, ce qui a des impacts sur nos industries ici. Donc, ce n'est pas en ne pas suivant un certain modèle qu'on sera nécessairement mieux. Et la Chine construit aussi plus qu'une centaine d'aéroports dans les prochains 20 ans. Donc oui, la trajectoire, ça va dans les deux sens. La trajectoire est un peu différente, c'est vrai. En même temps, je veux dire, politiquement, je dois faire l'argument formellement que cette commission, les nouvelles lignes directrices politiques de cette commission, le nouveau mandat, a réconfirmé le pacte vert, tout en le complémentant, si je veux dire, enrichissant avec ce Clean Industrial Deal. Et il a aussi promis d'augmenter de façon significative le financement de la transition juste. Comment ceci est à faire, c'est une question ouverte à laquelle je n'ai pas la réponse. Il y a plein d'idées, et vous en avez aussi beaucoup. Mais ceci reconnaît quelques problèmes que nous avons rencontrés. Donc, on a déjà parlé de la précarité énergétique, et les chiffres en Europe sont un peu les mêmes. La France est plus ou moins dans la moyenne. Donc, ce chiffre se trouve aujourd'hui autour de 10% de la population, un peu en dessous de 10% de la population, soit 41 millions d'Européens. Par contre, la précarité énergétique a augmenté fortement au début de la crise énergétique entre 2021 et 2023, et ceci en dépit de plus de 600 milliards d'euros qui ont été dépensés par les États membres et l'Union européenne pour réduire un peu l'impact de la hausse des prix. Il faut en tenir compte, il faut réagir, et ceci notamment a aussi un impact sur les industries, bien sûr, qui se trouvent un peu pénalisées avec ces prix d'énergie. Deuxièmement, il faut aussi admettre que dans toutes nos analyses d'impact, nous avons prédit qu'il y a un potentiel de créer de nouveaux emplois, de créer des emplois de bonne qualité dans l'économie circulaire, dans les industries décarbonisées et autres, et ceci est toujours valable. Mais en même temps, il faut dire que dans le contexte que nous venons de vivre, l'emploi a baissé dans certaines industries à haute émission et à haute utilisation d'énergie. Donc, ceci sont des réalités que la politique doit refléter, à laquelle la politique doit réagir. En même temps, il y a eu plusieurs tables rondes des CEO, des spécialistes dans plusieurs secteurs, dans l'automobile, dans l'agriculture, la chimie, d'autres. Il y a des plans d'action qui sont établis à niveau pour aider tous ces secteurs-là. Nulle part on entend qu'on met en question la transition en tant que telle. Nulle part on met en question ceci. Mais on repousse les deadlines, on fait des exceptions par métier et par champ d'action. Encore une fois, je suis désolée de parler des agriculteurs. Je voudrais faire 2 points encore. Et après, je crois qu'on est dans l'obligation de montrer que ceci est possible. Nous avons fait
une enquête en 2022, sous présidence française encore, à l'époque, sur la perception des Européens sur les questions de transition verte et transition juste. Nous voulons savoir, est-ce que vous le trouvez juste? Quelles sont vos attentes? Une large majorité des Européens à ce moment-là, et nous pensons que c'est toujours valable largement, soutient une transition juste, voit la nécessité, l'urgence d'une transition. Nous ressentissons ça tous les jours. Il y a des plans d'adaptation au niveau national et européen qui parlent de 3 et 4 degrés de hausse de température. Donc on est au conscient de ceci. Il y avait aussi une majorité à l'époque qui disait qu'ils voulaient participer à cette transition et qui croyait qu'il y a un potentiel de création d'emplois et de création d'emplois de bonne qualité dans cette trajectoire. Il y avait deux grands soucis, à part le prix d'énergie des Européens. Le premier souci était les qualifications pour les nouveaux métiers. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce qu'il y aura de l'aide de restructuration ou autre? C'est ce qu'on essaie de mettre en place maintenant. Donc c'est une part des délais et des ajustements sont aussi liés à cette question-là. Il faut soutenir les taux de participation dans la plupart des compagnies, dans beaucoup de secteurs, sont trop faibles pour accompagner actuellement ce processus. Et la deuxième grande incertitude, des questions dans ce Eurobaromètre, c'était, on a demandé aux gens, êtes-vous confiants qu'à l'horizon 2050, on arrivera à avoir en place ces biens et services durables de façon abordable? Et là, une majorité, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays membres, une grande majorité n'y croit pas. Donc, si on laisse planer un doute sur la transition en tant que telle, évidemment, ça a des impacts. Et de même, je ne peux pas m'exprimer sur les mécanismes de fonctionnement de formation de prix sur les marchés d'électricité. Il y a des tentatives de le faire. Il doit y avoir la promesse, bien sûr, qu'à long terme, les prix seront moindres et que les coûts et bénéfices seront partagés de façon juste. C'est la promesse, je dirais même, pour embarquer les gens et pour qu'ils participent. Merci beaucoup pour ça. Yves, je ne te pose même pas de questions. Vas-y. Je sens que tu veux commenter tout ça. Oui, plein. Il y a plein d'éléments. La première chose, je voudrais dire, la peur aujourd'hui, c'est d'abord la peur de la situation actuelle et du désordre géopolitique, etc., qui vient plus... Enfin, ça devrait être ça plus que la peur du changement. Et je pense que dans cette situation, la France et l'Europe ont intérêt non pas à ralentir leur transition écologique, mais à l'accélérer. Dans un monde où la compétition pour l'accès aux ressources, etc., va devenir de plus en plus féroce, où on voit bien dans une jungle, aujourd'hui le droit international, tout ça, en fait ça n'existe plus. L'Europe ne s'en sortira, puisqu'elle est la moins bien dotée, qu'en accélérant sa transition vers une économie sobre et circulaire. Et donc moi les signaux actuels de recul m'inquiètent beaucoup. Et pour tout dire, depuis ce matin, j'entends des rumeurs sur le fait que le président de la République française serait en train d'essayer de manœuvrer pour que l'Union européenne n'adopte pas finalement au niveau politique un objectif de réduction de ses émissions à 2040. Je trouverais ça extrêmement grave et dommageable dans la situation actuelle. Donc j'espère que ce ne sont que des rumeurs. Mais en tout cas, clairement, on a besoin d'accélérer. Et le deuxième point, c'est que clairement, les citoyens, dès lors qu'on pose sereinement les enjeux, ils sont prêts. Il y a eu hier la discussion, et on la sent un peu derrière ça, sur les narratifs et la montée d'un narratif de la droite extrême qui est effectivement que la transition ne peut pas être juste, donc il ne faut pas faire la transition. Il faut absolument tenir un narratif inverse. Qui fait mal au ventre. Et les citoyens, enfin les conférences citoyennes, etc., plein d'exercices montrent que les citoyens sont demandeurs d'accélération de cette transition et demandeurs de sobriété. Dès lors, et c'est là-dessus que je voulais venir, qu'on ne l'arrête pas aux éco-gestes. La prise de conscience de la matérialité et des conséquences financières de nos consommations d'énergie, c'est effectivement indispensable. Et on a vu que la crise ukrainienne a déclenché chez les ménages, chez les entreprises, dans les collectivités, des changements de comportement et de pratiques qu'on ne pensait même pas possible en fait, puisqu'on n'imaginait pas les signaux politiques les rendant possibles, mais c'était juste par une conscientisation effectivement qui a fait qu'on a fait plus attention.
Quand on veut aller plus loin, forcément, ça passe par des changements de modèle d'affaires, ça passe par de la régulation. Je vais prendre un exemple. Le véhicule électrique. On a besoin aujourd'hui de petits véhicules électriques adaptés à des usages urbains, des véhicules légers. Et couverts. Et c'est pas vous ou moi qui pouvons changer. Quand nos constructeurs européens veulent avant tout nous vendre des SUV électriques suréquipés, et quand on en vient à se protéger aux frontières contre l'importation de véhicules chinois, qui les fabriquent effectivement en grand nombre, qui seraient adaptés à nos besoins. Un deuxième exemple, c'est l'aménagement du territoire. On se souvient encore en France de la crise des Gilets jaunes. La crise des Gilets jaunes, en fait, c'est un ras-le-bol des Français de cette dépendance croissante à la bagnole dans des territoires périurbains, etc. Et une réaction de rejet à une action politique qui dit pour que vous changiez de comportement, on va vous taxer. C'est évidemment pas ça la réponse. C'est revitaliser les territoires ruraux, redéployer des services dans ces territoires et réduire les distances à parcourir par de l'aménagement urbain. Donc on voit bien que la sobriété dans sa dimension structurelle et dimensionnelle, elle n'est pas à la portée des citoyens et des consommateurs. Et je pense qu'il y a vraiment besoin, et les collectivités, et en particulier celles qui sont présentes ici, évidemment, sont en pointe dans cette action. Mais il y a besoin qu'au niveau national et européen, on prenne conscience qu'il faut accélérer là-dessus et que à la fois les citoyens, contrairement à ce que les politiques veulent croire, ils sont prêts, et qu'il y a plein de solutions, plein de politiques et mesures qui existent pour le faire, et qu'elles sont porteuses d'opportunités, de création de valeur. Et il faut juste arrêter de penser, parce que les multinationales ne veulent pas ce changement, qu'il est impossible. Pour l'instant, ils réussissent malheureusement quand même à toujours renverser un peu le cours des choses, mais je suis évidemment d'accord avec ce que tu ou vous venez de dire, cher Yves Marignac. D'ailleurs, si les Fridays for Future pourraient répondre d'une façon intragénérationnelle, j'irai tout de suite aussi sécher l'école le vendredi pour le faire. Il est très important d'écouter l'avant-garde des générations futures, c'est-à-dire les jeunes. C'est les jeunes, c'est pour ça, encore une fois, Salomon Saké aurait aussi la possibilité d'exprimer largement. Nous aussi, il faut qu'on accélère un peu, donc je vais ouvrir vers des questions vers la salle. Qui souhaite dialoguer? Mettons peut-être un peu plus de lumière pour que je puisse voir quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a une première question ou on continue ici à s'interroger entre nous? Je ne vois pas de main levée. Ah non? D'accord. Bon, alors, si... Ah, merci, c'est superbe. Il y a quelqu'un qui vous a amené un microphone. Attendez, hop, hop, je vous en pique un. Merci beaucoup, Sophie, de faire cela. C'est juste, voilà, au premier rangé, là. J'aurai toujours des questions en plus, mais je suis évidemment ravie si vous m'aidez, s'il vous plaît. Bonjour, Marion Davnas du Forum pour l'avenir franco-allemand. Moi, j'ai une question sur le pacte social climat qui doit être, je ne sais pas si j'ai le bon nom, je pense que c'est ça en français. Si mes souvenirs sont bons, d'ici la fin du mois de juin, les pays, les États membres de l'Union européenne devaient déposer ou proposer un pacte, je ne sais pas si c'est pacte ou contrat social. Comment on dit en allemand? C'est le fonds, c'est pas le fonds social parce que c'est, enfin bref. Plan. Un plan social, voilà, pour parler des mesures qui mettront concrètement en place pour la transition juste. Et je voulais savoir si quel était l'état des choses, et quels sont vos espoirs quant à ces plans européens. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que la réponse sera à Franck Sibern-Thomas, si je comprends bien. Oui, merci pour la question. En fait, il y a dans le paquet Fit for 55 de 2021, il y a deux propositions très importantes. Une première c'est une extension du système d'échange de quotas d'émissions, si je comprends bien, Emissions Trading Scheme, à deux secteurs qui jusqu'ici n'étaient pas couverts, donc le transport routier et le logement, ce qui impliquera des coûts. Et on sait que les effets de ce nouveau système seront régressifs, notamment pour les questions d'énergie, et toucheront les plus vulnérables. C'est pour ça que la Commission a proposé à l'époque, et l'Europe a décidé qu'une part des revenus, la Commission avait proposé 100% des revenus, mais après négociation, c'est une part des revenus, la moitié plus ou moins,
sera redistribué pour soutenir des ménages vulnérables, des utilisateurs de transport vulnérables et des micro-entreprises vulnérables, pour couvrir juste les prix d'énergie de mobilité accrus à cause de ce système d'échange de quotas d'émissions. Ça, c'est le Fonds social climat, qui est doté de plus ou moins 90 milliards d'euros entre 2027 et 2034, si je me trompe. Il est temporaire, pour une première phase d'introduction de ces quotas qui, pour d'autres, auront aussi un effet de réduire, bien sûr, la demande, de réduire la consommation. Ça c'est le but. Pour le mettre en œuvre, il sera mis en œuvre par les directions générales climat et emploi ensemble, ce qui est un signal que c'est un fonds social climat ensemble. Il prévoit de soutenir deux types de mesures, des mesures d'investissement dans l'efficience énergétique ou des modes neutres en carbone de mobilité, véhicules électriques ou autres, mobilité partagée ou autres, aux pays membres de proposer. Et il peut aussi soutenir, le seul fonds européen en fait, qui peut soutenir des revenus directs, qui peut donner des revenus directs pour soutenir la transformation et la transition vers de nouveaux modèles de chauffage ou de mobilité. Il y a une clé d'attribution, d'allocation des revenus, des fonds par pays que je ne connais pas par cœur. Et les États membres, pour avoir accès à ceci, devront formuler un plan dans lequel ils doivent estimer le nombre de personnes en précarité énergétique et de mobilité. Ils doivent définir quels sont les groupes vulnérables qu'ils veulent couvrir par ce plan, par ce nouveau fonds, par les revenus. Et troisièmement, ils doivent présenter une liste de mesures d'investissement et ou de transfert de revenus directs pour soutenir les personnes. Et ceci, en fait, devrait en principe être fait d'ici fin du mois de juin. Et après, suivront des négociations entre la Commission et les États membres sur leurs plans respectifs. Les plans seront adoptés comme les plans étaient adoptés sous le programme avant de Recovery and Resilience Fund. Je sais pas, le mot français me manque maintenant, avec des plans nationaux aussi. Et les fonds seront versés après atteinte des objectifs. Donc ici, la grande question est quelles mesures est-ce que les États membres vont proposer quels sont les impacts de ces mesures. Je voudrais dire peut-être 2-3 mots sur ce fonds qui est vraiment innovateur. Il est innovateur parce qu'il non seulement soutient la redistribution des mesures aux plus vulnérables, mais il commence 1 an avant la mesure. Donc les aides seront payées déjà 1 an, sinon plus, avant l'introduction du nouveau système d'échange de quotas, et il lie les investissements à des transferts directs, donc là où nécessaire, là où les transferts directs peuvent soutenir les investissements. Parce que l'investissement dans une pompe à chaleur, dans de nouveaux modes de mobilité sont chers et pourront coûter, il y a des prix d'électricité qui resteront un peu élevés peut-être. Donc c'est un fonds vraiment innovateur dans sa forme et nous espérons bien sûr que tous les États membres en feront bon usage. Il y a bien sûr des questions ouvertes parce que ce fonds est lié à l'introduction du nouveau Emissions Trading Scheme qui devra être en place en parallèle. Je vous admire beaucoup de savoir tous ces noms et tous ces chiffres par cœur sans consulter vos fiches, mais c'est ça, c'est une passion de travailler pour la Commission. Marc, s'il vous plaît. Oui, juste, je voulais profiter de la question pour saluer en fait le travail, puisqu'on parlait juste avant des jeunes, de ce forum d'avenir franco-allemand. Je crois qu'un de mes jeunes collègues, Fabien Baudelet, y a participé. Notamment le travail que ce forum a fait, que je recommande sur la sobriété. Il y a un papier qui a été publié, il y a un sur la document page avec web. des recommandations, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je le salue, notamment parce qu'on ne s'en rend pas compte en France, et je pense que Franck pourrait en témoigner, en fait, on est en avance, même si c'est loin d'être assez, dans la prise de conscience de la sobriété comme sujet. Ça fait des années quand même qu'on nous en parle, c'est vrai. Ça a commencé avec la guerre d'Ukraine, je dirais. En Allemagne, on parle de sufficience, au niveau européen, en anglais sufficiency, qui est un mot d'ailleurs beaucoup plus sympathique d'une certaine manière et qui traduit bien ce côté de se satisfaire d'avoir assez. Mais c'est fondamental pour que ce sujet avance en Europe, parce que personnellement, je crois encore beaucoup au moteur franco-allemand, même si
Malheureusement, il va un peu mieux là. Il va un peu mieux actuellement. Mais c'est essentiel que le sujet de la sobriété pénètre également sur le plan du débat public et politique en Allemagne. Et donc je trouve que ce travail était très important de ce point de vue. S'il vous plaît. Je vous ai deux phrases juste par... Une autre atout de ce fonds et de ces plans est aussi bien sûr qu'il doit y avoir beaucoup de coordination au niveau national entre les ministères impliqués. Parce que c'est un seul pays membre, si je ne me trompe, où c'est le ministère des Affaires sociales et de l'Emploi qui est en charge de rédiger ce plan, avec d'autres ministères. Bien sûr, dans la plupart des États membres, c'est d'autres ministères de finances ou autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas tous ceux-là qui doivent travailler ensemble. Même si c'est l'administration qui rédige ces plans, il y a une obligation de consulter, bien sûr, les parties prenantes, autorités locales, sociétés civiles et autres. Donc, vos perspectives devraient être reflétées dans ces plans. Tout à fait. C'était l'objet de notre première table ce matin, c'est l'implication du citoyen. Je vous en prie, madame. Je voudrais juste dire que sur les territoires, donc c'est difficile entre la vision, l'action, et il y a des choses qui manquent dans les maillons. Pour autant, moi, ce que j'observe sur les territoires, c'est qu'il y a des précurseurs qui vont au-delà des aides qu'on pourrait avoir demain, des obligations réglementaires qui poussent parfois à faire des actions. Et là, je pense plutôt au marché, aux entreprises, aux collectivités, qui font des choses que je trouve extraordinaires dans leur implication sur la décarbonation, sur la baisse des consommations, des choses extrêmement significatives, de plusieurs dizaines de pourcents d'économie d'énergie. Donc là, on est au-delà de la conscience. J'ai pris conscience, je pilote, je fais des investissements. Il y a des dispositifs en France qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie qui aident ceux qui le veulent sur des travaux précis à couvrir une partie très importante de l'investissement. Ça peut aller jusqu'à 100% de l'investissement. Donc ça aide à passer à l'acte. Et nous, en tant qu'acteurs, donc on fait le lien et on est aussi un peu agitateur des bonnes idées du territoire. On ne peut pas faire à la place de nos clients, mais on peut les accompagner au maximum et puis lâcher les petits trous quand c'est dans leurs mains. Mais je crois beaucoup aux testimoniaux ou au partage d'expériences, et on voit entre entreprises, entre collectivités, entre citoyens, nous, nos clients, on a créé une communauté de nos clients pour qu'ils parlent de thématiques énergétiques, et le sujet de la sobriété est un sujet qui est en top de liste. Tout ça pour dire que certes, on peut penser que ça n'avance pas assez ou qu'il y a des signaux qui sont un petit peu négatifs, mais ce que je peux vous assurer, c'est que en tout cas sur le territoire sur lequel on vit, il y a des initiatives qui sont vertueuses et qui font aussi, comme vous disiez, tache d'huile, que ce soit sur les particuliers, et ceux qui sont en précarité ont besoin de plus d'aide, plus de soutien, plus d'accompagnement, et dans des entreprises qui ont, ou dans leur stratégie environnementale ou d'économie, quand c'est drivé par l'économie, ça pousse aussi à faire des investissements. On installe aussi du photovoltaïque qu'on peut produire et auto-consommer. Ça, c'est une tendance qu'on voit beaucoup, et ça qui est stimulé aussi par les évolutions des dispositifs réglementaires en France. Voilà, je voulais juste dire que même si il y a des choses qui peuvent être incitative sur les territoires, en se mettant plusieurs en coopération, en coordination et en partage des expertises respectives, bien entendu en sachant mobiliser les bonnes aides quand elles existent. On fait avancer la thématique de la sobriété, de la décarbonation et de l'efficacité énergétique. Merci beaucoup, Christelle Joseph Monory. Ça aurait été votre mot de fin, si j'ose dire, parce que ça nous projette bien en avenir, et c'est formidable de parler de ce pionnier qui vient au-delà de toute réglementation et incitation. Et on va continuer le mot de fin dans cet ordre-là. À vous, Patrick Jolivet, de nous faire un tout petit peu rêver sur l'avenir. Dites-nous quelque chose qui nous fait espérer que demain, ça sera mieux et pas moins. Sur la sobriété, par exemple, puisque vous venez de parler de sobriété, les différents panélistes, on entend souvent le fait que les Français ne voudraient pas de sobriété parce que ce serait synonyme de restriction. Vous venez de le dire, et puis Yves Marignac l'a dit également, c'est pas du tout ce qu'on observe. Nous, à l'ADEME, on a lancé un baromètre sur sobriété et mode de vie. La première édition 2024, on sortira une deuxième édition en 2025. Donc c'est une grande enquête auprès de 4000 Français, représentative de la population, et dont il ressort que la sobriété est perçue beaucoup plus positivement que négativement. Par exemple, vous avez 41% des Français qui nous répondent avoir une perception positive de la sobriété, quand seulement 15% ont une perception négative, le reste estimant que le terme est neutre. Donc le terme est plutôt perçu positivement que négativement. Et ce qui est intéressant, c'est pas la deuxième objection, ça oui, mais c'est un truc de bobo. Non, il est plutôt perçu positivement dans toutes les catégories de la population. Il
C'est-à-dire que, quel que soit votre niveau de revenu ou votre lieu d'habitation, grande ville ou territoires ruraux, la perception positive l'emporte sur la perception négative. Et par contre, c'est vrai que le corollaire, c'est vrai que la perception est d'autant plus positive que vous êtes un ménage à niveau de vie élevé et que vous habitez dans une grande ville. Donc ça, c'est vrai. Mais même pour les ménages modestes habitant en territoires ruraux, la perception positive l'emporte sur la perception négative. Merci, ça nous donne vraiment de l'espoir et ça, vraiment, ça fait le lien total avec la table ronde juste avant le déjeuner où on parlait de l'impact des citoyens. Il faut écouter ce que disent les gens. Il faut que les politiques écoutent ce que dit la majorité des Français, des Allemands, des Néerlandais, peu importe, et de ne pas que écouter les lobbies qui viennent frapper à leur porte. Je peux me permettre cette liberté parce que je suis journaliste et pas politique. Franck, votre mot de fin. Donc, merci beaucoup d'être encore une fois venu, Franck Sibern-Thomas, pour nous parler de tout ce que fait la Commission européenne. Vous aussi, s'il vous plaît, donnez-nous une belle raison d'espérer. Mais oui, merci beaucoup. Je ne veux pas revenir sur la question d'accélération de la transition parce que je crois que l'Europe a montré que dans le contexte de crise, on a toujours opté pour l'accélération des choses et je veux toujours y croire que même si on essaye de produire un peu plus en Europe et d'être un peu moins dépendant d'autres parts du monde, etc., dans la production de ces nouvelles technologies vertes et autres, je veux croire que ceci peut se faire aussi en accélérant la transition. Peut-être deux remarques de fin, une sur la notion de sobriété et l'autre transition juste. La sobriété, nous travaillons aussi au niveau international avec des partenaires dans le contexte d'un forum qui s'appelle le Clean Energy Ministerial, où on travaille avec l'Agence internationale de l'énergie à Paris. Il y a un sommet cette année en août et on a préparé à la Commission avec partenaires un projet de déclaration sur les questions de mode de vie durable, sobriété, demande. Et il y a une demande de ça et on essaie de trouver des partenaires, y compris l'Inde, la Chine ou autres, au niveau international parce qu'il faut, en plus des technologies, il faut parler de demande et on voit une ouverture et une sensibilisation à ceci. Donc tout le monde est impliqué. Le texte est toujours sous rédaction, donc vous pouvez toujours contribuer aussi à le rédiger. Donc tous invités à participer. Et l'autre, je veux dire que la transition juste, je veux juste dire le terme ou la transition juste n'est pas et ne peut pas être un argument contre la transition. Parce que, comme les Nations Unies l'ont dit dans leur rapport, il y a urgence d'agir. La solution la plus coûteuse, la plus injuste, c'est l'inaction qui se transformera, qui se traduira en une transformation sociétale injuste où les plus vulnérables seront touchés le plus. Donc même si on est attentif aux effets d'emploi sociétaux, distributifs et autres, il faut y être attentif, c'est pour faire marcher, pour rendre possible cette transition. Merci beaucoup Franck. Donc la voie la plus coûteuse pour la planète et l'humanité, c'est de ne rien faire. Ça quand même, il faut qu'on se le rappelle. Oui. S'il vous plaît, Yves Marignac, notre expert énergétique, votre mot de fin. Alors, je vais évidemment redire du positif sur la sobriété. D'abord, c'est un moyen tout simplement de maîtriser les effets volume sur les prix. Oui, on a une... Who is talking to us? Juste un moment. Qu'est-ce que c'est cette petite voix qui... C'est une annonce. Ah, d'ailleurs, excuse-moi, donc on ne peut rien faire. Non, pas de souci. It's some announcement, I'm so sorry, please. Donc la sobriété, c'est d'abord un moyen de maîtriser les effets volume pour maîtriser les factures dans un moment où, parce qu'il faut accélérer la décarbonation, l'électrification, etc., on a besoin de faire des investissements. Donc pour les ménages et pour les entreprises, c'est par la sobriété de récupérer l'argent. Il faut arrêter de raisonner prix, il faut raisonner facture et travailler sur les volumes. Donc il y a une bonne raison de le faire qui est là. D'abord, la deuxième raison de le faire, c'est que quand on pense à la sobriété de manière structurelle, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'aménagement du territoire, amener plus de transports collectifs, etc., la sobriété est précisément une réponse au délaissement qui nourrit aujourd'hui, qui fait le lit de la droite extrême pour s'opposer à la transition écologique. Et la troisième chose, c'est que non seulement les citoyens y sont prêts, mais la sobriété, en fait, quand on y pense, c'est un formidable levier pour aller questionner démocratiquement notre système économique, nos modes de vie et la répartition des richesses, puisque, comme je le disais, il y a un lien indissociable entre la sobriété positive,
La sobriété subie, ça n'existe pas. C'est de la précarité ou de la pauvreté énergétique. Donc la sobriété choisie et la redistribution et la réduction des inégalités, ce qui est quand même un super sujet à mettre en débat démocratiquement. Formidable. Merci beaucoup Yves Marignac. Et le mot de fin de la fin revient à vous, chère Aurora Floridia. You will have the last of every last word. Give us also some reason to look ahead with optimism. This is the idea of this last round. Okay. We are, as human beings, we are able to do everything. We are creative, we are great, and let's think about the Klimasenioren from Switzerland. They worked and fought against the government also for the future generations. So we have power, and there is hope is not. I am optimistic, and if we focus again on the rights, okay, and it is important in these times not to be silent but to stand up. It is the time to participate, to be involved, to build networks. This is important. Wonderful. Thank you so much. We are human beings. We can achieve everything. Disent Aurora Floridia du Conseil de l'Europe. Merci beaucoup. Mon dernier mot, ça serait... Moi, c'est très simple. Je sais pourquoi. Je suis pour la sobriété et pour la transition énergétique et écologique. Je n'ai qu'à regarder tous ceux qui sont contre. Et là, tout de suite, j'ai envie d'être pour, parce que c'est pas que à l'extrême droite, ça se passe aussi parfois à l'autre bout de l'échiquier politique. Donc moi, je suis du côté de ceux qui veulent aussi avancer dans le bon sens. Sur cela, merci beaucoup. Je vous demande un dernier tonnerre d'applaudissements autant que c'est possible. Et je vous retrouve demain au Parlement européen. Merci beaucoup et bon après-midi à vous tous. Thank you so much for your participation. Thank you.